Hallyday avec cette reprise de Requiem pour un fou en hommage à son père. Cette chanson est sortie vendredi dernier. La tournée événement Requiem pour un fou commencera en novembre 2024 dans les plus grandes salles de France. L'affiche est en noir et blanc. Au fond, le visage de votre père et des yeux bleus qui ressortent. C'est vrai que Hallyday est un nom magique et on est heureux que vous soyez là. Et moi j'ai lu ce livre comme les gens le liront avec beaucoup d'envie parce qu'on est curieux. On a envie de savoir. Moi, je suis curieux aussi de savoir ce que vous en pensez aussi. Mais on a envie de savoir comment vous viviez, comment ça se passait, etc. Et il y a des choses qui sont tout à fait extraordinaires. Vous écrivez à la fin des soirées de tournée, il entraînait avec lui une bande de musiciens éméchés vers notre appartement. On parle bien sûr de Johnny. Ces types se retrouvaient ensuite à refaire le monde, avachis au fond de nos canapés dans des valeurs comparables à celles des bar tabac. Mon père prenait alors un malin plaisir à faire éruption dans ma chambre. Qu'importe l'heure, il s'en fichait. Il vivait sur un autre fuseau horaire parce qu'il voulait que je joue de la batterie devant ses copains, etc., etc. Pour ces des vies si particulières, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est une époque aussi. C'est un témoin d'une époque complètement folle aussi où tous les excès étaient permis. Il y avait tout le monde était libre de parler de tout, de tout dire, de tout faire. Enfin bon, c'était une époque assez joviale et gaie quelque part. Donc ouais, c'était très festif à la maison, ouais, ça c'est sûr. Mais moi, ça me faisait rire. Moins ma mère et les voisins peut-être, mais moi je trouvais ça très drôle finalement. Donc on avait les deux côtés de la famille. On avait le côté un peu plus tempéré et rationnel, et le côté un petit peu plus fou. Voilà, donc c'était rigolo. Alors évidemment, je ne sais pas si c'est par pudeur ou par tempérament ou également par la vie que vous avez eue, mais j'ai le sentiment que dans cette jeunesse-là, il n'y a pas de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Je parle beaucoup de mes insécurités dedans, de ce que je pense qui m'a emmené ces insécurités, comment je m'en suis débarrassé. J'ai voulu traiter dans ce livre aussi, pas simplement un livre de souvenirs, parce que ça n'aurait pas été très profond. Je raconte un petit peu notre vie un petit peu atypique et comment un enfant se construit dans la musique et individuellement au sein de cette famille un peu particulière, et puis à travers des époques différentes qui ont changé un petit peu la vie de tout le monde tout au long de comment comment j'ai vécu ça psychologiquement, intellectuellement. Et ça, c'est ça que j'ai voulu raconter en fait. Quand je dis il n'y a pas de souffrance, j'aurais dû dire il n'y a pas forcément de séquelles ou il n'y a pas de plaies. Parce que j'ai bossé un petit peu quand même. Oui. J'ai un peu travaillé sur moi-même. Mon père était tout Ça ne se fait pas tout simplement seul. moins présent dans ma vie quand enfin il apparaissait. Je voyais bien qu'il se donnait du mal pour occuper la place paternelle. Ça, vous le dites avec le regard de l'adulte que vous êtes, ou déjà à 8, 9, 10 ans, vous vous dites tiens, il a du mal à occuper la place paternelle. Non, on se dit pas ça quand on est très jeune. C'est avec un peu c'est avec du recul et un peu d'expérience de vie qu'on apprend un petit peu à se mettre à la place d'eux et de voir de comprendre le pourquoi du comment. Mais non, à cette époque-là, j'ai besoin de mon père, de ma mère, de ma famille. Et je pense qu'un enfant à cet âge-là, il cherche sa place au sein d'une famille un peu différente et cherche l'amour surtout, parce que la vie est faite d'amour, heureusement. Et c'est ce que je recherchais. Moi, je cherchais qu'on officialise un petit peu, que mes parents officialisent leur amour pour moi. Je cherchais ça. Et sans doute parce qu'il y avait surtout il y avait des manques, pas du côté de maman, parce que ma mère a beaucoup sacrifié aussi pour moi, mais j'avais besoin de mon père aussi. Donc c'était ça un petit peu tout le dilemme. C'était essayer de combler ce manque qu'on ne peut pas combler quand on est petit finalement, sans recul vraiment. Donc voilà comment on fait tout ça, et donc c'était intéressant d'évoluer et de voir comment je pouvais échapper un petit peu à des séquelles. Mais bon, c'est mon histoire, c'est l'histoire quelque part il y a beaucoup de gens dans mon cas aussi, hein. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, de stars comme vous, avec, je disais, lorsque vous êtes entré dans le studio, il y a 3 grandes stars en France, masculines, qui ont écrasé les années 60, 70, 80, 90, qui sont Delon, Belmondo et Hallyday. Voilà. Qui ont dominé
dans le domaine artistique. Et je pense qu'il n'y aura plus jamais de star de ce niveau-là. Parce que même d'autres noms qui sont très prestigieux, Eddie Mitchell, c'est pas pareil. Il y a autre chose chez Johnny Hallyday, chez Delon ou chez Ah, Eddie, Belmondo. c'est un grand quand même. Mais évidemment que c'est un grand. Vous avez raison. C'est un grand, mais c'est pas la même chose que ces trois-là que je viens de citer. Et on l'a vu lors des obsèques de Johnny Hallyday. C'est-à-dire que obsèques dont vous dites d'ailleurs, on m'a volé la mort de mon père. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, les gens étaient scotchés pendant 6 heures, 7 heures à un écran de télévision. Et je crois que ce n'était plus arrivé dans la France depuis Victor Hugo, certains disaient Édith Piaf. Mais c'est dire qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe, ce moment-là. Ouais, après que oui, c'est sûr. De toute manière, c'est pas quelque chose de normal. C'est clair. Et puis, de toute manière, mais il y a une chose qui nous relie tous, les humains ensemble, c'est la disparition d'un être qu'on a aimé. Et ça, c'est pour tous les gens qui ont aimé leurs parents ou leurs proches, ça se passe de la même manière. Ce qui est compliqué, c'est quand c'est mis sur la place publique et qu'on ne peut pas, on va dire, se recueillir tranquillement et qu'il y a des caméras partout. Ça, on a l'impression d'être violé quelque part. Parce que c'est un moment quand même très très intime, comme une naissance d'ailleurs. Le début de vie comme la fin de vie, c'est des choses très intimes. Je vois mal des caméras de filmer en train de filmer nos femmes en train d'accoucher, quoi. Vous voyez, bon, c'est un petit peu le même genre de truc pour moi. Donc c'est vrai que on s'est senti, c'était très très compliqué. Mais bon, voilà, ce qui est derrière est derrière. Mais pour revenir à ce que vous disiez, je pense que c'est un problème humain. Je pense qu'on souffre tous de choses, de manque de quelque chose. Et la manque d'un des parents ou quelqu'un qui n'est pas un parent, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens, en fait. Je me sens pas particulièrement différent des autres. Après, notre situation familiale, c'est sûr qu'elle est assez unique, mais ça n'a rien à voir avec toutes les fêlures que j'ai pu avoir. On va marquer une première pause. On est avec David Hallyday. Vous pouvez l'interroger. Meilleur album. C'est très bien édité. Il y a une photo superbe. Une photo de vous, enfant. Et puis, c'est vrai qu'il y a à la fois des anecdotes. Il y a effectivement... bon, vous avez de la chance aussi d'avoir un physique quand même... bah oui, vos parents étaient très beaux, mais c'est vrai que moi, je me trouve vous-même... très mignon sur la photo. Vous avez quel âge d'ailleurs sur la photo? C'est après que ça se gâte. Ah non, attendez, ne dites pas ça, parce que vraiment... Tous les enfants sont mignons, presque. Ouais, pas tous, mais c'est vrai que les... d'un autre côté, avec des parents aussi beaux, quand on voit Johnny d'ailleurs à 25 ans, il est d'une beauté étonnante. C'est gentil, merci. Et puis votre mère également. À tout de suite, il est 11h12. Sublime chanson que vous avez composée, et c'est la vente la plus importante, l'album 100% de Johnny. Oui, ouais, visiblement, oui, c'est son plus gros succès commercial. C'est son plus gros succès. Je suis content d'y avoir participé. C'est quelle année? C'est 99. 99, 2000. Stéphane est avec nous. Stéphane qui est un fan absolu. Je ne sais pas si vous êtes fan de David ou de Johnny ou des deux peut-être. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Pascal. Et vous merci allez bien d'être avec nous. Écoutez, ça va bien parce que nous parlons de... Et bonjour David. Bonjour. Musique. Bonjour. David, je suis très... Je peux tutoyer David ou pas? Bah oui, je préfère, oui. David, je suis très très heureux de te parler, tu peux pas savoir. Bah, c'est sympa, merci. Moi aussi. Tu es quelqu'un que je vais pas remuer le couteau dans la plaie, que j'ai rencontré à la Madeleine. Tu étais derrière le cercueil de ton père, j'étais en larmes et je t'ai dit par 2 fois, tu peux être fier de ton père. Est-ce que tu te souviens de ce moment? Et t'es venu vers moi. Il y avait beaucoup de choses ce jour-là, donc... Ouais, je sais David, ouais, et tu m'as serré la main, tu m'as pris le poignet et tu m'as serré la main, et franchement, j'en ai encore la chair de poule quand tu as fait ce geste vers moi, et franchement, j'étais en larmes, et franchement, t'es vraiment, je sais pas quoi te dire, en fait, t'étais vraiment une personne admirable, quoi. T'as eu un geste envers moi ce jour-là, alors que j'étais en larmes. Je venais de perdre ton père, parce que t'as perdu aussi ton père, mais j'ai aussi perdu ton père. On a perdu tous les deux quelqu'un de très très cher. Moi, ton père, c'était quelqu'un que j'ai adulé, que j'ai admiré. Voilà, moi, te parler, c'est l'aboutissement d'un truc. Je sais pas quoi dire. T'es vraiment quelqu'un de super. Bah, écoute, et là, d'avoir ressorti la chanson de ton père,
c'est quelque chose de bien. Moi, je trouve que tu as dépoussiéré le titre. Et voilà, je te laisse un peu parler. Bah écoute, Voilà. non, bah d'abord, j'ai pas grand-chose à dire. Merci, c'est gentil de ta part. Après, dans ces moments-là, tu sais, on cherche le réconfort un petit peu là où on le trouve. Donc, merci, c'est gentil de dire ça. Bah oui, écoute, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Ça fait partie d'un gros projet qui est arrivé là maintenant. C'est pas ni un hasard ni un concours de circonstances. C'est beaucoup de choses depuis des années qui m'ont amené à faire ce grand projet-là. Et je pense que oui, c'est très sympa à faire. C'est aussi formidable qu'inconfortable. Mais je pense que dans l'inconfort, c'est dans l'inconfort qu'on arrive à créer de belles choses. En tout cas, je le souhaite. Et je me donne à 1000% dans ce projet, donc, parce que c'est important. Ben, c'est important pour moi, ma famille d'abord. Et puis après, je souhaite aussi que ça soit important aussi pour les gens qui l'ont aimé, qui aiment notre famille et tout ça, quoi. Donc merci pour ce beau témoignage, c'est sympa. La phrase de Stéphane est forte et elle est même incroyable. Je venais de perdre ton père. Mmh. Oui, C'est mais dire le lien. Alors vous êtes habitué, sans doute, on à s'habitue jamais à vraiment ce genre de truc, non hein, mais au mais lien des fans, parce que ce jour-là, il y avait votre chagrin et celui des fans. non, mais c'est clair qu'on se c'est pour ça que c'est un tourbillon émotionnel Mmh. énorme. Comme si déjà la perte de quelqu'un ne suffisait pas, il y a un petit peu la peine des autres aussi. Et puis, évidemment, j'ai toujours, ça fait longtemps que j'ai compris l'ampleur de ce qu'il représentait et l'importance, pour beaucoup de gens. Donc, ça ne m'était pas étranger, mais c'est cette communion un petit peu, bah, d'une grande tristesse et tout ça, de voir, les autres tant de gens souffrir avec toi. C'est ça qui ne se passe pas dans le quotidien, en fait. C'est ça qui est un petit peu aussi bizarre que 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 beau en même temps. Donc c'est un petit peu ces 2 côtés, ce paradoxe quelque part, qui rend Est-ce que les obsèques, à votre avis, avec le recul, auraient pu être différents lorsque vous dites on m'a volé la mort de mon père? Est-ce que vous pensez que, vu ce qu'il représentait, ce qu'il était à ce moment-là, l'incarnation de 40 ou 50 ans de succès et d'une certaine France qui l'a accompagné, est-ce que ça aurait pu être différent? avec des «si» on change le monde, hein, Ouais. peut-être. Moi, tout est passé d'une façon, j'ai vécu des choses très difficiles, donc tout est passé un petit peu, c'est pas concentré sur ce genre de choses, en fait. Il y avait des gens de famille à côté de moi. Moi, j'ai essayé de m'occuper de ma famille et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, dans ces conditions-là. Après le reste, je me suis pas vraiment posé ce genre de questions, en fait, pour être franc. Il est 11h20, on marque une pause. Vous pouvez évidemment interroger David Hallyday, meilleur album. Je pense que vous avez vu Virginie, j'imagine, vous avez vu Géraldine, j'imagine, Johnny Hallyday sur scène. Bien sûr. Bon, je pense que tout le monde a vu une fois Johnny Hallyday sur scène. DJ Fab. Ah bah moi je l'avais vu lors Oui. de la fin de la tournée des Vieilles Canailles à Bercy. Alors, les Vieilles Canailles, je l'ai vu à Bordeaux. J'étais allé à Bordeaux. En 93, au Parc des Princes, j'étais au Parc des Princes. Le Stade de France, j'ai dû les voir les 2 ou 3 fois. Et Monsieur Boubouk, je vous ai même pas dit bonjour. Bonjour à tous. Olivier Bonjour à tous. Guénec, Bonjour, alors Olivier David. Guénec, Bonjour. vous connaissez Oui, oui, Olivier oui. Guénec, Oui. David, qui s'occupe de la page Facebook. Bonjour à tous. Alors il est très jeune. Oui, Donc, vous c'est le étiez- problème. Donc c'est le problème. Bon, en 93, vous n'étiez pas né. Non, pas encore, pas encore. Non. Bientôt, mais pas C'est- encore. Oui. 93, c'est un beau souvenir pour vous, j'imagine aussi, et c'est un spectacle exceptionnel parce qu'il est au top de sa forme. Il a 50 ans ce soir-là, il est sublime, il est beau, il chante bien, le répertoire est là et vous chantez ensemble. On chante ensemble. Ma mère chante aussi. Chante. Elle est sublime, c'est la un peu une chanson. histoire de famille, donc Oui. c'est sympa de tous se réunir pour la première Ouais. fois. Bon, ma mère avait fait des duos avec lui. Ouais. Moi, je l'avais fait aussi, mais séparément. Donc, c'était la première fois qu'on se retrouvait aussi tous les trois à profiter de ce moment-là pour lui, avec lui. Et d'ailleurs, mon beau-père, qui a beaucoup compté dans ma vie personnelle et professionnelle aussi, Tony Scotti. Tony Scotti, après ce concert-là, quand on a vu les gens aimer ces moments-là, nous a dit que ce qui serait génial un jour, c'est de faire un concert, de faire un album et une tournée tous les trois.
En fait, ce qui s'est malheureusement jamais fait, c'est vrai, un petit peu. Je dirais pas la Jackson 5 parce qu'on est que 3, mais On va revenir avec cette chanson c'était intéressant parce que qui est tout- pleine d'émotions. tout ce vient de jour-là. là. Beaucoup Ouais. de choses viennent de là Bien aussi. sûr. On va revenir avec cette chanson. Tu me dis que tu m'aimes, hein, je sais, tu dis vrai. Et il y avait une émotion ce jour-là au Parc des Princes. Et puis c'est vrai que ce que vous dites, le public adore vous voir ensemble. Et il a envie de partager. Sylvie et Johnny, ils ont envie de les voir ensemble à ce moment-là. À tout de suite. Monsieur DJ Fab. C'est oui. pas la version 93, le duo magique. Et non, c'est pas le duo magique, mais là on a mis ça dans la précipitation et l'urgence, parce qu'on ne l'avait pas encore en machine, mais on va le rentrer. Bravo, DJ Fab. Non, mais- Bravo, mais- bravo, alors, c'est top. écoutez en revanche, écoutez quand même la voix de Johnny dans les. Ça doit être des années 60, ça. Absolument. Tes tendres années et dans tes yeux. Pendant longtemps, ma mère a pensé que j'avais été traumatisé par leur séparation. En vérité, ce ne fut pas le cas. Écrivez-vous, tout cela m'avait semblé au contraire inévitable et même positif. Mes parents en étaient arrivés à ce moment où n'importe quelle parole de l'un vrille les nerfs de l'autre. Non seulement je n'ai ressenti aucun chagrin, aucun traumatisme, mais j'ai surtout compris à cette occasion qu'au nombre de nos droits imprescriptibles figurait celui de s'en aller. Bah oui, c'est vrai. Quand on sent qu'il y a. Je me rappelle quand un gamin sent que ça se passe pas bien à la maison et qu'il sent des tensions, on a envie que les tensions s'arrêtent. Quoi qu'il arrive, sans prendre parti nécessairement, on a envie que ça s'arrête. Donc pour moi, et puis moi, c'est qui voyait rarement, pas assez souvent mon père, on va dire, malheureusement, je dirais, ça changeait pas mon quotidien en fait. Donc, Parce que votre mère, on le sait, a choisi de vous exiler, de partir aux États-Unis pour vous protéger. C'est ce qu'on comprend. aussi, pas seulement, parce qu'elle avait travaillé là-bas aussi, donc oui, il y avait plusieurs raisons, mais d'abord aussi, oui, c'est vrai que c'était un petit peu, elle n'avait pas envie que je vive dans une ambiance un peu compliquée, une espèce de folie. Elle pensait que pour ma sanité mentale, c'était mieux de partir de France, quoi. Stéphane est resté avec nous parce que Stéphane, qui est un fan, a une demande à vous faire et je pense que nous allons accéder à sa demande. Stéphane. Oui, David, Ouais. je t'ai vu en concert. Donc, c'est un super chanteur et un super musicien. Moi, j'adore. Je suis allé te voir 2-3 fois en concert et franchement, t'as vraiment mis le feu. Et n'oublie jamais, David, je te le dis, que tu portes le nom d'Hallyday. Et moi, ce nom-là, je l'ai colporté, on va dire, je l'ai vénéré durant, j'ai 58 ans, tu vois. Et David, sois fier du nom que tu portes aussi. Et je sais que tu vas le porter fièrement et dans les concerts, tu vas assurer. Alors, ma demande, bien sûr, c'est est-ce que je te le demande, est-ce que je pourrais avoir un album dédicacé de ta main et ce serait super sympa, quoi. Bah, écoute, il n'y a pas de souci, tu m'envoies le contact ici, et puis on fera le nécessaire. Ça, c'est pas très compliqué, c'est avec Merci. plaisir. Tu rigoles ou quoi? Merci, C'est avec, David. avec plaisir. Eh ben, merci Et beaucoup, David, Stéphane. tu es une personne que j'aimerais rencontrer, David. Et je pense que si je vais à un de tes concerts, je m'aimerais te rencontrer. Voilà. Eh ben, Bah, écoute, justement, je vais les donner. 10 novembre 2024 à Lille, 12 et 13 novembre, Palais des Sports. Palais des Sports, c'est là la batterie, Palais des Sports, quand vous C'est avez là, 10 ans. oui, c'est ça. Vous avez quel âge ce jour-là? En fait, c'est pas vraiment où j'ai joué avec mon père la première Oui. fois, non, c'était au pavillon de Pantin. Ah, Mais c'est pas grave, Parce qu'il faisait beaucoup de Palais des Sports. il en Johnny. a fait beaucoup. La ouais. main qui Il en s'ouvre, a c'est fait le Palais beaucoup, des Sports. exactement, c'est le Palais des Sports. 15 novembre Amiens, 16 novembre 2024, tout ça bien sûr. Nancy, Amnéville, Lyon, Montbéliard, Chambéry, Nice, Marseille. C'est la tournée événement Requiem pour un fou. Elle débute donc en novembre 2024. On marque une pause, on revient avec David Hallyday. À tout de suite. David Hallyday est avec nous. Meilleur album, c'est publié au Cherche Midi et on entend irrésistiblement de votre mère Sylvie Vartan parce que vous aviez proposé une reprise de cette chanson. Alors ça, on est au cœur des années 70, le son est J'adore, vraiment... même petit, j'ai toujours adoré cette chanson. Mélodiquement, un peu harmoniquement, enfin tout, j'ai toujours adoré ce titre et on m'a proposé une fois de faire sur une spéciale, je me souviens plus trop, il y a un bout de temps.
de faire une reprise sur une chanson de ma mère. Voilà, j'avais pris ce titre-là et j'avais fait une version assez rock de ce titre qui était à l'opposé de l'original. Et c'était sympa, quoi. Est-ce que durant la tournée événement Requiem pour un fou, à partir de 2024, est-ce qu'il y aura un duo avec Sylvie Vartan? Ah, si elle veut bien. Si elle veut bien chanter une Moi, chanson. je pense que les gens ont envie de Ouais, prolonger. Ils ont envie de vous voir ensemble. Alors, je ne sais pas sur quelle chanson, d'ailleurs, ce serait intéressant de Ah, je sais demander pas au si- public. il faut Et je ne sais réfléchir. pas si vous avez une idée, mais une chanson tendre, forcément, qui aurait un sens dans l'histoire qui est la vôtre. Je te promets, pourquoi Pourquoi pas, il faut réfléchir en tout cas. je ne sais pas, mais c'est je une bonne pense idée, que faut les gens réfléchir. ont envie de cela. Je regarde mon image publique, écrivez-vous, comme un étrange dédoublement, comme un vague cousin à l'égard duquel j'assumerai une certaine indifférence, parce qu'en réalité, il y a loin entre celui que l'on montre et celui que l'on est. Je suis un fils, un père, un amoureux, un musicien, un compositeur. Je suis un homme qui doute et qui croit. Vous êtes surtout un artiste, et c'était quand même pas facile pour vous, avec le nom que vous avez, de réussir dans ce métier. Vous avez réussi par la composition et en étant également au devant de la scène, ce qui n'était pas votre envie au départ. Non, en fait, ce qui m'a un peu sauvé, c'est l'aspect compositeur, en fait. Parce qu'on est un compositeur, il est souvent seul, la plupart du temps, et tu composes et tu es un peu dans ta bulle. Et comme je n'étais pas quelqu'un de très bavard qui me livrait facilement, donc mon refuge, ça a été la musique dès que je suis arrivé au monde, en fait. Et je pense qu'il y a des choses qu'on apprend dans aucune école, c'est d'être artiste de vocation, pas de passion, parce que pour moi, une passion, c'est un truc qu'on peut faire le week-end, simplement, ou souvent, mais une vocation, c'est différent. Et moi, ce qui m'a sauvé un petit peu de beaucoup de choses, c'est d'abord le fait d'avoir appris mon métier, d'avoir vécu aux États-Unis, en dehors de toute polémique et tout jugement, on va dire. J'ai été libre de pouvoir apprendre mon métier là-bas, dans des groupes, et à faire des petits clubs, et tout ça. Donc ça a été génial pour ma formation, on va dire. Et une fois que j'étais prêt... à affronter un petit peu tout ça, eh ben, je suis arrivé, j'étais bien dans ma tête, même si des fois c'était compliqué. Voilà. Mais après, l'aspect compositeur et tout ça m'a bien aidé à me réfugier un petit peu dans ma bulle et à me sortir un petit peu de tout ce genre de trucs difficiles. Et quand vous proposez 100% à votre père, Ouais. forcément qu'il écoute la première fois, j'imagine que vous êtes dans une anxiété. En fait, l'anxiété, elle était un peu avant, elle n'était pas pendant. En fait, au départ, moi, j'habitais encore aux États-Unis et si je me rappelle bien, c'est une période où on tournait pas mal avec mon groupe là-bas. Et j'avais été très surpris de sa demande parce que avec tous les bons compositeurs qu'il y a en France et tout ça, je me demandais pourquoi il m'appelait moi au départ. Mm. Et je lui avais dit d'ailleurs, je dis mais pourquoi enfin à part le fait que ce soit génial de bosser ensemble, je veux dire, est-ce que moi je sais pas, ça fait un moment que je suis plus en France et que je fais plus de musique en France, j'ai un peu perdu le contact avec la musique française. Je veux dire, pas simple fait que je ne sois pas là, j'étais pas en France. Donc pourquoi? Il me dit parce que j'ai envie de bosser avec toi. Et je me suis dit ok, alors laisse-moi trouver une idée d'album, parce que c'est pas simplement écrire des chansons pour toi que tu aimes, c'est raconter une histoire. Et laisse-moi trouver l'histoire. Et si je trouve l'histoire, je te dis ok, on se tape dans la main et puis on y va et ça va être génial. Et j'ai commencé à réécouter des anciens titres de lui, mais des premiers titres comme Retiens la nuit. J'ai été très très loin dans sa discographie. Et suite à ça, j'ai écrit un premier titre. Et puis un deuxième, et je me suis dit tiens, si je prenais un petit peu comme fil rouge le fait que voilà, je vais composer des titres du style de ce que j'aimais de toi quand j'étais petit, en fait, à travers un petit peu toutes les époques. Et donc c'est ce que j'ai commencé par faire. J'ai commencé à écrire Un jour viendra après avoir écouté Retiens la nuit, et puis les choses, voilà, il faut quelques chansons de stade aussi. Donc j'ai écrit, voilà, j'ai composé Vive pour le meilleur, et puis les choses se sont enchaînées comme ça. Et je dis qu'à partir du moment où j'avais trouvé le truc, en fait, j'ai enfilé j'ai composé très rapidement. En fait, c'était assez facile pour moi parce que j'avais trouvé que Mais le point d'accroche. 100% et Vivre pour le meilleur sont peut-être dans les 10 titres les plus importants de Johnny et les plus réussis de Johnny. Et c'est
sur je ne sais combien de titres qu'il a écrits, Je pense que chanté en tout cas. Moi, je crois. Ces deux titres-là, Vivre pour le meilleur, dans un stade, c'est formidable. Moi, je crois que des fois dans la vie, il y a des moments un peu divins, vous savez, où vous mettez le doigt sur quelque chose sans le savoir. Et c'est la magie un petit peu de nos métiers, en fait. Des fois, on peut écrire des choses bien, des fois un peu moins bien. Et puis, des fois, de temps en temps, on met le doigt sur quelque chose et on se dit, et on s'en rend pas compte sur le moment, on se dit, putain, je sais pas comment on a fait, mais on l'a fait. En fait, il y a un truc un peu magique. Mais on le sait quand même, c'est-à-dire que quand vous faites Vivre pour le meilleur, que vous avez fini, vous savez que vous avez fait un truc. Ah ouais, quand j'entends chanter, ouais, je me dis, ça fonctionne bien, ouais. Cette chanson, en fait, qu'est-ce qui est important dans une chanson? Évidemment, c'est l'émotion, c'est le souffle. Et cette chanson, elle met les larmes aux yeux. Mais disons, après, je pense qu'on peut, beaucoup de bons compositeurs peuvent être caméléons. Et puis, après, la grande différence pour moi, c'est que c'est une histoire de sang. Donc c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que je n'ai pas simplement essayé d'écrire des chansons qu'il a aimées. J'essaie de raconter une histoire, notre histoire. C'était un moment de retrouvailles aussi, donc c'était fort. Et donc c'est ce que je voulais que cet album représente en fait. Et c'est réussi, et j'imagine qu'il y a une fierté d'abord de l'avoir fait, ouais, et c'est sûrement un des moments de complicité le plus grand que ça, vous avez eu. Outre l'aspect avec, commercial qui est franchement, c'est toujours plaisant de faire un truc, un projet qui réussit, ça c'est sûr, plutôt que le contraire. Mais moi ce que je retiens surtout, c'est les moments qu'on a passés ensemble d'intimité, qu'on n'a jamais raconté, qu'on ne racontera sûrement pas parce qu'il y a tellement de choses. Et c'est ces moments-là, dont moi je me souviendrai jusqu'à la fin, quoi. C'est surtout ça. C'est formidable de travailler avec des gens qu'on aime. C'est formidable. Génial. Merci beaucoup. Ah ouais, Mais je suis d'accord avec vous. Pour nous, Non, ça. je suis d'accord avec vous. C'est vrai, c'est net à dire, mais moi je trouve que C'est très important. c'est bien d'être sur une plage, de dîner, tout ça, c'est bien. Mais On s'ennuie au bout Tout d'un à fait. moment. mais voilà, travailler, créer avec c'est ça. des gens qu'on aime. apprécie. Mais c'est pour ça que j'ai Et toujours avec les son mêmes père. équipes. Moi, depuis très longtemps, je bosse avec les mêmes personnes en tournée. Mais dans c'est mes albums, merveilleux. et j'adore ça. Mais parce c'est que- merveilleux, et c'est pourquoi Olivier et Géraldine, on sera ensemble dans 40 ans. Olivier, Quand vous ferez Olivier, une tournée, avec plaisir. oui. vous avez remarqué aujourd'hui, Dites-moi qu'est-ce que vous avez remarqué aujourd'hui? que Géraldine est aspirée par David Hallyday, non? Mais on l'est. D'abord, on Mais j'ai- l'est je vois cette parole, parce que David, il dit des choses formidables. Bien Mais c'est pas sûr. ça que vous Ah. auriez dû dire. Alors, Qu'est-ce que dites-moi. vous avez remarqué sur les chansons? Qu'est-ce que j'ai remarqué? Mais c'est uniquement parce que David Hallyday est là. Oui. Non, mais dites-moi, écoutez, là, Bah, j'ai pas j'ai chanté. Pardon. D'habitude, Mais oui, j'accompagne mais le c'est vrai, chanteur. Vous n'avez pas Il chanté n'ose là. pas pousser le D'accord, curseur. j'accompagne le chanteur Alors que- d'habitude. Mais là, Là, je vous dis n'avez non. pas osé. Non, Johnny Hallyday, non. C'est un peu plus compliqué. Bah, là. Écoutez, moi j'aime bien écouter le live. Je suis comme beaucoup de gens, je mets du live dans ma voiture. Et le live de Lara Fabian Ah oui, c'était un grand moment et de de Johnny, ce Requiem je vous pour un assure, fou, ouais, ouais. il y a un moment. D'ailleurs, il y a une légende sur cette chanson. On dit que il lui aurait fait un signe. J'ai plus, tu montes trop pour moi ou c'est trop bien. Ah bon? Non, je pense pas. Bon, alors c'est une légende Non, urbaine. je pense que c'est une légende urbaine. Mais elle chante comme Johnny. Alors elle a raconté comment elle s'était préparée pendant 1 mois, 2 mois pour avoir le ton juste et arriver comme un boxeur sur le Stade de France. Mais c'est un moment, et alors, c'est le plus grand moment de sa carrière, quasiment. Faudrait qu'on le Imaginer, réécoute, ça, c'est- d'ailleurs. C'est un moment fort, oui, Ouais. c'est sûr. Mais moi qui regardais ça, je fais, waouh, c'est fort, quoi. Ouais, c'est sûr. Il est 11h42. Ça, c'est la version Stade de France. Ah bah exactement, je suis au taquet là maintenant. Je suis réveillé, j'ai pris 3 cafés. Ça passe aujourd'hui. Il est aidé de DJ Fab quand même. Hein. Il y a des Non, assistants mais derrière. il y a tout en plus parce qu'il y a évidemment l'orchestration, il y a la mise en scène C'est un en ensemble, plus bien sûr. du Stade de France. C'était le premier ou le deuxième Stade de France? Je me souviens plus. Le premier, il me semble. C'était parce que quand je dis le premier, il y a eu 2 versions du Stade Ouais. de France. Il y a eu la version avec l'hélicoptère Je pense que c'est le premier. et puis après il y a eu la version la pluie, c'est la mort dans l'âme que je viens. Attendez 5 minutes, on aura le refrain là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On marque L'orchestre se chauffe, on envoie une on marque page une et- pause, mais alors on peut peut-être écouter aussi des auditeurs quand même. Bien qui sûr. veulent- Oui, il y a Gary qui vous Eh attend. ben écoutez, on appelle Gary Très après la sympa, pause. Gary. Franchement, il a pas besoin de moi. Je ne suis pas d'un tempérament dépressif, négatif. C'est pourquoi je ne trouve pas que nous vivons une époque désespérante. Je pense en revanche qu'elle est inquiétante. D'abord d'un point de vue politique, les confinements successifs
successifs ont montré la facilité avec laquelle on pouvait fabriquer en s'appuyant sur la peur des populations dociles. Mais ça, c'est un engagement politique qu'on n'imaginait pas forcément, parce que généralement les artistes hésitent à dire ce qu'ils pensent sur la société, parce qu'il y a tellement de coups à prendre. Mais là, vous dites quand même des choses. Et pour tout vous dire, il y a beaucoup de gens qui doivent partager ce que vous dites. Bah, c'est vrai, c'est pas une nouveauté. Je veux dire, on sent bien qu'on est dans un monde très très compliqué aujourd'hui. Le manque de liberté qu'on a tous, et dans la parole et dans les actions, et tout ça, on n'est plus dans les années 80. Donc forcément, c'est un constat que tout le monde peut constater facilement. Donc j'en parle un petit peu. Ouais. Gary est avec nous. Bonjour Gary. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous, Gary. Alors j'ai une petite question pour David. Je vous en prie. Salut Gary. Salut David, je peux te tutoyer, pas de souci. Ah non, pas de souci, non. Bon, nickel. Voilà, moi je suis un grand fan de Johnny. J'ai été bercé par Johnny depuis mon enfance. Pourtant j'ai 32 ans, mais je connais toutes les chansons, tous les albums. Enfin, j'ai beaucoup de choses sur lui. Et voilà, le dernier morceau qui est sorti là, de ton père, un cri, moi ça me dérange un petit peu. Alors ça me dérange un petit peu parce qu'on sort un petit peu des morceaux sortis du placard, comme on dit. Et je sais, souvent Johnny, les morceaux du placard, il restait dans le placard parce qu'il voulait pas les jouer. Il voulait pas les chanter parce que soit il aimait pas, ou voilà, il y avait quelque chose. Oui, c'est comme ça que ça se passe normalement, oui. Ouais. Voilà. Et ton sentiment à toi sur, par exemple, ces morceaux qu'on sort du placard, tu partages mon sentiment ou c'est plutôt, ça te fait vraiment, ça te procure de l'émotion et finalement ça fait plaisir d'écouter ces morceaux. Et on entend là quelques notes de musique. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que vous n'êtes même pas associé à la sortie de ce disque. On vous demande pas votre associé, avis. Déjà, moi, j'ai pas bossé sur ce disque. Non, mais déjà, on vous demande pas votre avis sur maintenant la. Pas surtout, non. Ouais. Non, pas surtout. Donc c'est sorti. J'étais pas au courant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, je parle pour moi en tout cas. Moi, les titres, je fonctionne comme ça, comme je suis mon propre artisan, on va dire. Quand il y a une chanson que je compose. Et au bout d'un moment, si je considère qu'elle n'est pas suffisamment forte pour aller sur mon album, elle est rangée dans un tiroir et généralement je ne la donne à personne d'autre ou je ne l'utilise pas puisque à la base je l'ai moins aimée que les autres. Donc après je ne sais pas comment les autres fonctionnent en ce qui concerne mon père, c'est un petit peu difficile de parler pour eux. Mais à mon avis, voilà, où c'est des demandes de fans, ou c'est tout simplement, voilà, ils veulent sortir des choses et faire vivre son back catalogue et puis sortir des singles. Et peut-être que ça fait plaisir finalement à certaines personnes. Je sais pas, c'est difficile d'avoir une opinion quand ça te concerne pas en fait, parce que moi, j'ai pas bossé sur ces albums-là. Mais je comprends exactement ce que tu veux dire. En tout cas, je peux parler pour moi, des chansons que je n'ai pas utilisées pour moi. Il n'y a aucune raison de les réutiliser plus tard. Et d'ailleurs, je pense que si jamais, quand je ne serai plus là un jour, je dirai à mes enfants que elles sont toutes détruites, ces chansons-là. Je ne les garde pas pour qu'elles ne soient pas utilisées après. Voilà. Mais après, ça c'est moi, ça me regarde et c'est personnel. Maintenant, ce que font les autres qui sont en charge de son back catalogue et tout ça, qui n'est pas moi, sont un peu libres de faire ce qu'ils ont envie. Hein. Est-ce que Johnny, justement, parlait après sa vie, après sa mort en l'occurrence, est-ce qu'il a eu des conversations avec vous là-dessus, sur ce qu'il souhaitait ou sur ce qu'il ne souhaitait pas? Oui. On n'imagine pas Johnny non, on a juste eu une conversation un jour, il y a très longtemps, avec ce que moi je pensais, comment traiter le truc après, parce que finalement c'est ce qui nous unit tous aussi, c'est qu'il va y avoir une fin de vie terrestre, hein, quelque part. Donc, à un moment donné, c'est important. Là, j'y pense aussi, même si j'en suis encore un peu loin, mais je pense avec mes enfants. Enfin, c'est quelque chose de désagréable, mais il faut en parler aussi. Donc, moi, je lui avais dit ce que je pensais sur le fait qu'il avait bossé toute sa vie et puis que ça lui appartenait, que je n'avais besoin de rien. Donc, c'était dans une conversation. Mais sinon, non, on parlait plutôt des joies de la vie et puis de ce qu'on pouvait éventuellement faire ensemble après et tout ça. Mais c'est passé rapidement comme ça un jour. Beaucoup de gens se réclament le meilleur ami de Johnny. Quels étaient selon vous, ses amis, ses vrais amis? Il y a eu des vrais amis, ouais. Il y a eu de vrais amis. Et c'était quelqu'un qui
c'était quelqu'un qui adorait justement ses potes. Des fois, il mettait des fois certains de ses amis au même rang que sa famille, en fait. Très très proche. Donc ses bons amis, il en a eu quelques-uns, ouais, de très très fortes amitiés, ouais. La pause, à tout de suite.